Quelques mots sur les sommes de Darboux. On a une fonction f bornée qui arrive dans R, une subdivision de AB. En chaque intervalle de cette subdivision f est bornée, on appelle mk, le plus petit des f de x appartenant à k, et m grand mk, le plus grand. Donc la petite somme de Darboux, ou la somme de Darboux inférieure relative à f et sigma, ça va être ça, et puis là c'est l'autre. Évidemment, on reconnaît des fonctions en escalier. Sur chaque ik, mk est inférieur ou égal à mk, donc la petite est plus petite que la grande. Et si j'appelle donc justement phi sigma moins la fonction en escalier qui fait ça, phi sigma plus la fonction en escalier qui fait ça, donc celle-là appartient à ce que j'ai appelé escalier moins, celle-là escalier plus, on a évidemment ça, quel que soit x appartenant à b, et la première est égale à la petite somme de Darboux et la deuxième à la grande somme. Donc en fait on a ça. Alors, S de f égale le sup des petites sommes de Darboux, quand sigma décrit l'ensemble des subdivisions de AB, existe, elle va être inférieure ou égale à ça, ça vient de là. Et puis pareil, la plus grande, l'inf, SF égale l'inf, je veux dire, là c'était la plus grande, là c'est la plus petite. Les grandes sommes de Darboux existent, est supérieure ou égale à L plus de f, et donc on va avoir ça. F est intégrable si et seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe une subdivision sigma de AB telle que la grande somme de f moins la petite est inférieure à epsilon. Démonstration, si f est intégrable, on sait qu'il existe GH en escalier, donc G appartenant à escalier moins, H à escalier plus, vérifiant ça. Donc on prend une subdivision commune à GH, on réunit les deux, bon, difficile. G de x est égal à alpha constante là-dessus, et alpha doit être inférieur ou égal à f de x, donc inférieur à l'inf des f de x sur ak plus 1 égale mk. Donc j'ai g de x qui est inférieur ou égal à phi moins de x. Donc j'ai en fait ça, g inférieur ou égal à phi moins inférieur ou égal à f, parce qu'en b ça pose pas de problème non plus. De même, j'ai h qui vérifie ça. Donc en fait j'ai ça. Voilà, tout ça. Donc la somme de g est inférieure ou égale à la somme, ce sont des fonctions d'escalier, je ne me pose pas de problème d'intégration. Donc j'ai ça. Et puis j'en déduis que ça est inférieur ou égal à ça, parce que c'est ça, ça c'est ça. Est inférieure ou égale à ça, donc la différence entre les deux est plus grande que celle-là, donc la différence entre ces deux-là est plus petite que celle-là, plus petite que epsilon. La réciproque est évidente parce qu'on prend g égale phi sigma moins 1, qui est inférieur ou égal à f et qui est en escalier, h égale phi sigma plus, qui est en escalier supérieur ou égal à f, qui vérifie ça, et puis j'ai ça qui est inférieur à epsilon. Donc f est intégrable. F, une fonction de AB vers R bornée. Alors on a cette équivalence. Et on a à ce moment-là l'intégrale de f qui est égale à petit s de f et grand S de f. Démonstration, supposons f intégrable, quel que soit epsilon positif, on a vu qu'il existait une subdivision de AB telle que ça. À ce moment-là, on sait que S de f est inférieur ou égal à grand S de f sigma, qui est inférieur ou égal à petit s de f plus epsilon, qui est inférieur ou égal à petit s de f, alors, qui est inférieur ou égal à petit s de f sigma plus epsilon, d'accord? Là, j'ai utilisé ça. Et ça, c'est inférieur ou égal à s de f. Donc, j'obtiens que grand S de f est inférieur ou égal à petit s de f plus epsilon, quel que soit epsilon positif. Donc, grand S de f est inférieur ou égal à petit s de f. Et comme on sait que petit s de f est inférieur ou égal à grand S de f, on a l'égalité. Inversement, si on a l'égalité de cette inégalité-là, puisque ça, si on a l'égalité, on en déduit que les 4 ici sont égaux. Et donc, en particulier, moins de f est égal à i plus de f, donc f est intégrable. Maintenant, l'intégrale de a à b de f, on sait qu'elle est égale à ça. Et comme les 4 sont égaux, on en déduit qu'elle est égale
aussi à petit s de f et grand S de f. D'où le résultat. Somme de Riemann. Ça, c'est pour une fonction f de AB vers un espace vectoriel normé complet, E. Sigma, une subdivision. X, une suite finie de termes tels que chacun appartient à un intervalle AK plus 1. On pose S de f sigma x, j'appelle x la suite, la somme des f de xk plus 1 moins xk. On appelle ça une somme de Riemann. On note que c'est l'intégrale de la fonction en escalier phi sigma x qui, à t appartenant à b, associe f de xk si t appartient à ak plus 1, f de b si t est égal à b. Donc dans ak plus 1, xk, f de xk. Et là, on a une fonction en escalier, c'est-à-dire qu'on fait ça. D'accord ? Voilà. Rappel, le pas de la subdivision, c'est l'inf des ak plus 1 moins ak, quand k est entre 0 et n-1, et il est strictement positif. Remarque, si E est égal à R et si F est continu sur AB, alors les sommes de Darboux sont des sommes de Riemann. Car F est continu sur chacun des ak plus 1, donc il existe xk et x'k, tel que f de xk est égal à sub de f de t sur cet intervalle, et f de x'k est égal à inf de f de t sur cet intervalle. Hein, parce que le sup et l'inf sont pris. Alors, S de f sigma va être égal à grand S de f sigma x', hein, ça c'est pour les petites sommes de Darboux, et les grandes sommes de Darboux, ben, S de f sigma est égal à S de f sigma x. Voilà. Là c'est x', là c'est x. Cas particulier important, f de AB vers un espace vectoriel normé complet E. Alors on est dans ce cas-là. On prend n supérieur ou égal à 2, sinon ça n'a pas d'intérêt. H égale b moins a sur n, ak égale a plus kh, quel que soit k allant de 0 à n, sigma égale a0, la subdivision jusqu'à n. Si xk, on prend xk égale à k, et ça nous fait comme somme de Riemann celle-là, parce que c'est la somme des f de ak plus h vecteur de x, ak plus 1 moins ak, mais les ak plus 1 moins ak, ils font h. Idem pour ça, on prend xk est égal à ak plus ak plus 1 sur E, et pareil, on peut mettre h en facteur. Et là aussi, on prend xk égale à ak plus 1, et donc la somme de Riemann va être égale à h, somme de ça. Ce qui revient à faire h, somme de ça en faisant varier k de 1 à n. Alors on verra que si h, l'avantage là c'est que ça ne dépend que de n. Et on verra que si f est intégrable, alors la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à l'intégrale de f. F, une fonction de l'intervalle AB vers un espace vectoriel normé complet E, si f est intégrable, alors quel que soit epsilon positif, il existe un réel h positif, tel que pour toute subdivision de AB de pas h sigma inférieur à h et tout de suite x vérifiant cela, on a norme de l'intégrale de f moins sf sigma x inférieur à epsilon. Démonstration. Si f est intégrable, alors quel que soit epsilon positif, il existe deux fonctions en escalier phi θ telles que norme de f moins phi est inférieur ou égal à θ et intégrale de θ est inférieure à epsilon sur 4. On choisit une subdivision commune associée à phi et θ et on l'appelle comme ça. E, l'ensemble des points x où il y a des discontinuités pour phi ou pour θ, soit E est égal à 8, soit il est fini, il est égal à ça. Ça, ce sont des éléments qui en fait sont sur les alpha j. Hein. Donc, c'est-à-dire que E est inclus dans ça. Bon, soit H positif, et voilà, on choisit H inférieur au plus petit des longueurs des intervalles alpha k plus 1 moins alpha k, k allant de 0, à p moins 1, pardon. Voilà. Soit sigma, une subdivision de AB, de pas H sigma inférieur à H, X, une suite de points, là, associés, construites comme ici, d'accord? Et on s'intéresse à ça.
qui est égal à ça. Ça c'est évident. Qui est donc égal à ça. D'accord? Alors, quel que soit le cas, on appelle IK cet intervalle. Premier cas, E inter IK est égal à vide. Il n'y a pas de discontinuité pour phi et θ sur IK, donc phi reste constante égale à phi k, θ aussi égale à θk sur IK. Et quand je prends la norme de f de t moins f de xk, c'est une égalité triangulaire. La première, ben, je sais que ça c'est inférieur ou égal à θ de t, et que la deuxième, ben, je peux dire que c'est phi k moins f de xk. D'accord? Mais ce phi k, c'est aussi phi de xk, puisque phi est constante hein, sur cet intervalle. Donc ça fait ça. Donc ça fait norme de f de xk moins phi de xk. Donc lui, il est inférieur à θ de xk. Mais les deux θ là, ils sont constants. Ça fait θk plus θk égale 2 θ de t. Voilà. Et donc, ça va être inférieur ou égal à ça, évidemment, inférieur ou égal à 2 sommes de ak à ak plus 1 de θ de t. Car, voilà, non, pas, voilà. Une fois qu'on est là, voilà, pareil. Deuxième cas. E inter IK est non vide, donc il y a des points de discontinuité qui sont dans IK. En fait, il n'y en a pas plus d'un, il y en a un, donc exactement, hein, puisque c'est non vide. Et alors le J, il est bien entre 1 et Q, je ne me suis pas planté. Pourquoi il n'y en a qu'un? Tout simplement parce que la longueur de cet intervalle est inférieure à ça, à l'inf des... Alors l'inf de ça est inférieur ou égal à l'inf de ça, parce que les θj font partie des alpha i. Donc, je ne peux pas en avoir plus que 1. Donc, cette possibilité existe au plus de q fois, parce que un βj peut très bien être sur ak et sur ak plus 1, auquel cas il appartient à deux, il peut appartenir à deux intervalles. F est intégrable, donc majoré, on reste dans ce cas-là. D'accord, j'ai ça, et donc si t appartient à k, je fais cette fois-ci cette majoration. Donc c'est inférieur ou égal à 2m, et la norme de l'intégrale inférieure ou égale à l'intégrale de la norme va être inférieure ou égale à 2m ak plus 1 moins ak, c'est-à-dire 2m h sigma inférieur à 2mh, puisque h sigma est inférieur à h. Si je prends la norme de alpha, donc c'était ce truc-là, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ben, je veux dire que c'est la norme des... Puis là, je sépare en deux les cas. Il y a ceux où IK inter E est égal à vide, puis ceux où IK inter E est différent de vide. Puis après, je rends ça inférieur ou égal à la somme des normes, et puis je fais rentrer les normes dans les intégrales. Donc c'est inférieur ou égal à la somme des intégrales comme ça, quand IK inter E est égal à vide, et puis plus les autres où IK inter E est différent du vide. Pour ça c'est inférieur ou égal à deux sommes de θ de t. D'accord? Donc ça va faire ça. Bon. Alors, les sommes de k égale 0 à n-1 pour IK inter E est égal à vide, c'est inférieur ou égal aux sommes de 0 à n-1, qui valent donc somme de A à B de θ dt dt. Donc ça peut être rendu plus petit que ça. Et puis les autres, ben, il y a au plus 2 Q termes qui sont inférieurs ou égaux à 2MH. Donc ça va être inférieur ou égal à 4MHQ. Donc en fait, et comme celui-là, il est inférieur à epsilon sur 4, ça va être rendu inférieur ou égal à epsilon, c'est même inférieur strictement, à epsilon sur 2 plus 4MHQ. Et c'est vrai, si E est égal à vide, dans ce cas-là, Q est égal à 0. Si Q est égal à 0, d'ailleurs, donc ça fait ça. Et si Q est différent de 0, on impose H inférieur à epsilon sur 8MQ pour avoir norme de alpha inférieure à epsilon sur 2, plus epsilon sur 2. C'est-à-dire, je rends celui-là inférieur à epsilon sur 2, ce qui fait epsilon. Dans les deux cas, donc que E soit vide ou non, hein, Q égale 0, Q est différent de 0, on a ça. D'accord? Pour toute subdivision sigma dont le pas est inférieur à h. Tout le résultat. Théorème, soit f est une fonction de A à B vers un espace vectoriel normé complet E, intégrale, sigma n une suite de subdivisions
dont le pas tend vers 0. Pour chaque subdivision, on choisit une suite xn, truc classique. Alors, la limite des sommes de Riemann là, est égale à l'intégrale. Démonstration, on utilise la propriété précédente. Donc, pour epsilon donné, il existe h tel que pour toute subdivision de pas inférieur à h et tout de suite x tel que ça. On est ça. Comme la limite de hn est égale à 0, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique hn inférieur à h. Et du coup, puisque hn est inférieur à h, on peut dire ça. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du rang n, on a ça. Donc ça veut dire que les S, F, sigma n, xn tendent vers l'intégrale. Voilà. Conséquence, si f, toujours de AB vers n of n complet E est intégrable, eh bien on prend ces suites-là, on va le dire que ce sont des sommes de Riemann, dont le pas est moins a sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc en fait ces suites vont tendre vers l'intégrale. Démonstration, la première c'est une somme de Riemann de pas b moins a sur n, parce que ça c'est exactement une somme de Riemann. Celle-là, on remarque que c'est une somme de Riemann parce qu'en fait c'est AK plus AK plus 1 sur 2 quand je prends les AK égale A plus KH. Donc c'est une somme de Riemann de pas b moins a sur n qui tend vers 0. Et puis celle-là, c'est une somme de Riemann aussi, celle-là on la connaît bien aussi, de pas b moins a sur n qui tend vers 0. Donc on applique le théorème. Application, j'ai cette suite-là, un égale 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 jusqu'à 1 sur n plus n. Donc la somme des 1 sur n plus k pour k allant de 1 à n. Et bien ça je peux l'écrire 1 sur n somme de k égale 1 à n de 1 sur 1 plus k sur n égale 1 sur n somme des f de k sur n, où f est la fonction qui a x appartenant à 0, 1 associe 1 sur 1 plus x. D'accord? Je l'ai dessiné ici. Bon, évidemment, elle est continue, donc intégrable. Et donc là, je reconnais une somme de Riemann avec a est égal à 0, b est égal à 1, donc b moins a sur n qui est égal à 1 sur n. Et donc, je sais que la suite un va converger et que sa limite, ça sera l'intégrale de f entre 0 et 1. Donc l'intégrale de ln de 1 plus t entre 0 et 1, bon, ça en fait, enfin non, pas l'intégrale. L'intégrale de 1 sur 1 plus t entre 0 et 1, donc ça s'intègre par ln de 1 plus t entre 0 et 1, ça fait ln de 2 moins ln de 1, et ça fait ln de 2. On continue avec trois exemples. On recherche un équivalent de cette suite, un égale somme de 1 à n des racines de k. On écrit que un égale racine de n multiplié par racine de k sur n, ce qui fait racine de n f de k sur n, où f est la fonction racine de x. F est continu, donc intégrable. Donc 1 sur n somme des f de k sur n, tend, quand n tend vers plus l'infini. Donc là on a a égale 0, b égale 1, b moins a sur n, ça fait 1 sur n, ça tend vers somme de 0 à 1 de racine de t dt, ce qui fait 2 tiers de t à la puissance 3,5 entre 0 et 1, ça fait 2 tiers. Un peut s'écrire n racine de n fois ce truc-là qui tend vers 2 tiers. Donc ça veut dire que un sur n racine de n tend vers 2 tiers, donc que un est équivalent à 2 tiers de n racine de n. Exercice, un égale 1 sur n somme de ln de 1 plus k sur n. Bon, ça, c'est immédiat. F est continu. Donc là aussi, limite de un, c'est l'intégrale de f, c'est-à-dire l'intégrale de ln de 1 plus t dt entre 0 et 1. Donc de ln de, on fait le petit changement, x égale 1 plus t. Donc ça revient à intégrer ln de x entre 1 et 2. Ce qui fait x ln de x moins x entre 1 et 2. Donc 2 ln de 2 moins 2, moins 0, plus 1. Donc 2 ln de 2 moins 1. Et dernier exercice avec ça. Bon, on obtient facilement ça. Et on a cette fonction-là qu'il faut intégrer. D'accord?
Donc la limite de UN est égale à ça, c'est-à-dire 1/8 de ça. Alors ça d'abord, bah ça s'écrit avec des 2 moins t et 2 plus t, ça fait 1/4 de ça. Donc 1/4 de moins ln de 2 moins t plus ln de 2 plus t, entre 0 et 1, donc quand 1, ça fait ln de 1, ça n'y a pas. Là ça fait ln de 3, donc ln de 3. Puis là en 0, bah, les deux valent pareil, donc ça se supprime. Donc ln de 3 sur 4. Quant à celui-là, c'est 1/4 de somme de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t sur 2 au carré. Je fais changement u égale t sur 2. Donc ça fait dt égale 2du sur 1 plus u2. Et je divise par 2, donc somme de 0 à 1,5. Et je laisse le 1/4. Donc ça fait 2/4, ça fait 1,5. D'arc tangente u entre 0 et 1,5. Donc ça fait arc tangente de 1,5 sur 2. Donc la limite de UN, ça va être quoi? Bien, il faut faire 1/8 de ce truc-là, qu'on a trouvé ln de 3 sur 3, plus l'autre qu'on a trouvé, voilà. Donc le résultat, c'est ça. Calcul approché de l'intégrale par la méthode des rectangles. Donc, la méthode des rectangles, c'est de faire des rectangles. Hein. Un coup on est en dessous, un coup on est dessus, un coup on est au milieu. F est intégrable, alors on sait, on a vu que l'intégrale est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette quantité-là, ou de cette quantité-là, ou de cette quantité-là, avec hn égale b moins a sur n. Donc on approche l'intégrale par la somme des aires des rectangles de dimension hn fois f de xk, où xk c'est a plus k hn, ou bien a plus k hn plus hn sur 2. Bon, la méthode des trapèzes, ça va consister à faire des trapèzes au lieu de faire des rectangles. Donc si on prend une subdivision, on va considérer la somme des f de ak plus 1 plus f de ak sur 2, vecteur de ak plus 1 moins ak. Pourquoi? Ak plus 1 moins ak, c'est la hauteur du trapèze. Ça, c'est f de ak plus 1, ça, c'est f de ak. Et donc, on fait base fois hauteur divisé par 2. D'accord? Alors, avec le hn qui est égal à ça, et ak qui est égal à ça. Sn peut s'écrire hn sur 2, somme de k égale 0 à n-1 de ça, plus ça. Donc ça fait hn sur 2. Là en fait, il va rester quoi? Il va rester ici, il y aura f de a, et puis là il y aura f de b, et puis sinon il y aura 2 fois la somme des k égale 1 à n-1 des f de ak. Donc il va rester, ça va nous faire ça. Voilà. Si f est intégrable, alors la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à l'intégrale. En effet, ça c'est évident parce que la limite de Hn somme de 0 à n-1 des f de ak plus 1, c'est la limite de Hn somme de 1 à n des f de ak, donc ça fait l'intégrale. D'accord? Celle-là, c'est exactement pareil. Ça fait l'intégrale, et donc l'intégrale plus l'intégrale divisé par 2, ça fait l'intégrale. Voilà. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est étudier l'erreur commise en approchant ça par cette quantité-là, d'accord, qui est égale en fait à hn, vecteur de fa plus f de b sur 2, plus somme des f de a plus k hn. Voilà. Avec hn égale b moins a sur a. Alors cette erreur, c'est ça. On va regarder quelle est l'erreur sur chacun des petits intervalles, puis la somme. Étude de l'erreur dans la méthode des rectangles pour une fonction de AB vers R de classe C1. Donc je rappelle, là on se place dans ce cas-là. Donc on prend des rectangles qui démarrent à gauche et on évalue ça. On se ramène à un des rectangles AK, AK plus 1, d'accord?
Et on étudie donc u de x égale, on fait la règle x. Parce que quand n tend vers plus infini, ce truc-là, ça devient de plus en plus petit. Donc on étudie ça, qui est égal à la somme de a sur i ax de f de t dt, moins f de alpha, vecteur de x moins alpha, qui est dérivable, et u' de x est égal à f de x moins f de alpha. U' de x est donc égal à f' de c, vecteur de x moins c, où c appartient à alpha x d'après le théorème des accroissements finis. F' continue borné sur AB, donc on peut prendre m égale le sub des f' de x, c'est pas ici, ça sera f', où m est supérieur ou égal à 0. Donc on a ça, d'accord. On a donc, maintenant on va intégrer ça, et on va dire que ce x moins c, il est inférieur ou égal à m vecteur de x moins alpha. Voilà. Donc, valeur absolue de cette intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue, donc inférieure ou égale à m, et j'intègre t moins alpha, voilà, entre alpha et x. Ce qui me fait t moins alpha au carré sur 2, entre alpha et x, c'est-à-dire m x moins alpha au carré sur 2. Mais ça, c'est pareil que u de x. Donc ça fait que valeur absolue de u de x est inférieure ou égale à ça, que j'applique à chaque ak plus 1, avec ak, bref. Donc, sur ak plus 1, l'erreur est inférieure ou égale à m sur 2, ak plus 1 moins ak, parce que c'est alpha qui joue le rôle de ak, et x qui joue le rôle de ak plus 1. Donc inférieur ou égal à m sur 2, et ça c'est b moins a sur n au carré. Donc ça fait m b moins a au carré sur 2n2. Et l'erreur totale, qui est égale à la somme des petites erreurs, va être inférieure ou égale à la somme des petites erreurs. Donc inférieur, il y a une terme, tous inférieurs à m b moins a au carré sur 2n2. Il y a une simplification pareille. Et je trouve donc que l'erreur est inférieure ou égale à m sur 2n b moins a au carré, où m égale sub des valeurs absolues de f' de t sur AB. Donc c'est quelque chose en 1 sur n. L'erreur dans la méthode des trapèzes, on cherche la majorer. Donc on prend f de AB vers R de classe C2i, donc intégrable bien sûr, et on étudie ça. D'accord ? Alors au passage, je fais remarquer que dans le tableau précédent, en bas du tableau, j'ai mis 0 au lieu de 1, c'était évidemment une erreur, une faute d'étourderie. Alors, je me ramène à AKBK en prenant, je remplace AKBK, en fait c'est mal dit, par alpha x. Et je considère un seul trapèze. Donc je me place sur un intervalle AKBK. D'accord ? Et donc je vais étudier u de x égale l'intégrale ici, moins le trapèze. D'accord ? Ça. F est continu, donc u est dérivable. Donc quand je dérive, bah, ça me fait ça. C'est facile, et donc c'est égal à ça, et au passage je vois que u' de alpha est égal à 0. Je redérive une autre fois, et je vous laisse vérifier que ça fait bien ça. Et seconde est continue sur AB, donc bornée, donc je peux la rendre plus petite que m, où m est le sub des f seconde de x par exemple. Et donc je vais avoir u seconde de x en valeur absolue qui est inférieure ou égale à m sur 2 x moins alpha. Quand je prends la valeur absolue de l'intégrale, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue, elle est donc inférieure ou égale à ça, que j'intègre, et qui me fait facilement m sur 4 x moins alpha au carré. Mais en même temps, je vois que ça, quand je l'intègre, ça fait u' de x, parce que u seconde est continue. Ça fait u' de x, u' de t, pardon, entre x et alpha, c'est-à-dire ça fait u' de x moins u' de alpha, en valeur absolue. Et ce qui fait donc valeur absolue de u' de x, puisque u' de alpha, je l'ai déjà dit, est égal à 0. Donc finalement, j'obtiens ça. Et je vais recommencer, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais l'intégrer. D'accord ? Donc c'est inférieur ou égal à ça, évidemment, et c'est inférieur ou égal à m sur 4, et j'intègre x moins t moins alpha au carré dt. Alors, j'ai oublié le dt, mais c'était évident. Et donc, je trouve m sur 4, t moins alpha au cube sur 3 entre alpha et x, et donc ça fait ça.
Mais en même temps, ça nous fait, puisque U' est continu, U de x moins U de alpha, mais U de alpha est égal à 0, ça c'est évident quand je remplace x par alpha. Donc ça me fait ça, d'accord? Je suis à k plus 1, la valeur absolue de uk est inférieure ou égale à m sur 12, ak plus 1 moins ak au cube, ce qui fait m sur 12 hn, parce que c'est ça que ça vaut, au cube sur 12. Oui, c'est ça. Et donc, ça, je l'applique à tous les petits segments qu'il y a entre A et B. D'accord? Donc, je fais leur somme. Et donc, je vois que cette valeur absolue-là est égale à la valeur absolue des sommes de UK, parce que je l'ai appelé UK. Et donc, inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues de UK, chaque UK étant égal à ça. Et comme il y en a n, ça fait n sur 12, hn au cube. Avec hn qui est égal à b moins a sur n, j'obtiens donc ça. Donc, il y a une simplification de n, et ça fait m b moins a au cube sur 12n2, où m est égal à sub de f seconde de x, valeur absolue de f seconde de x sur ab. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on obtient un résultat qui est en 1 sur n au carré. Voyons maintenant la méthode de Simpson pour approximer l'intégrale d'une fonction f de AB vers R. On a encore une subdivision. Cette fois, sur chaque ak plus 1, on cherche un polynôme p de degré 2. Calcul, on met ça. Bon, ça sent bien l'interpolation de Lagrange. On ne va pas utiliser vraiment cette théorie. On a tout ça. Avec la dernière, on fait ça. Bon, je vous laisse vérifier, hein. Puis on fait apparaître en fait f de a, on fait apparaître ça plus ça. Donc on voit que la dernière, ça veut dire que c'est équivalent à dire ça. Voilà. Et ça peut s'écrire comme ça. Alors la somme du polynôme, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de faire la somme des polynômes. Hein. Vous voyez, la méthode de Simpson, ça consiste à faire passer un polynôme de degré 2 par ces trois points-là. Et on va approximer l'intégrale sous la courbe, en noir, par l'intégrale sous la parabole, en rouge. Donc on calcule cette intégrale, qui est égale à ça. Et donc, qui va être égal, je peux mettre b moins a en facteur. Donc b moins a sur 6 en facteur de ça. Et je mets ça pourquoi? Parce que je vais faire apparaître f de a, f de b. Bon, je vous laisse vérifier, c'est du calcul, un bête et méchant. Puis ça, c'est des trucs qu'on retrouve ici dans la dernière. Vous voyez, 2 alpha AB plus 2 gamma plus bêta facteur de A plus B. Je vais pouvoir les remplacer par 4f de C moins f de A moins f de B. Et donc, j'obtiens que ça fait ça. Voilà. Donc, on revient à AK plus 1, et à ce moment-là, on va obtenir AK plus 1 moins AK sur 6, f de AK plus f de AK plus 1, plus f de plus 4f de AK plus AK plus 1 sur 2. Voilà. Donc Sn va être la somme de ces trucs-là pour K allant de 0 à n moins 1. Alors prenons Hn égale b moins a sur n et AK égale a plus b, a plus KH, KHn en fait. Hein. Et regardons ce qui se passe quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, Sn, ça peut s'écrire Hn sur 6, facteur de la somme des f de AK plus f de AK plus 1 plus 4f de ça. Et donc je le sépare en trois sommes. Et clairement, à chaque fois, j'ai Hn fois la somme. Et ça, je l'ai démontré avec les sommes des Riemann qui tend vers l'intégrale. Donc ça va tendre vers 1/6 de l'intégrale plus 1/6 de l'intégrale plus 4/6 de l'intégrale, ce qui fait bien l'intégrale. Donc j'ai limite de Sn quand n tend vers plus l'infini qui est égale à la somme de A à B de f de t dt. En fait, le même résultat que par la méthode des rectangles ou par la méthode des trapèzes. Donc Sn nous fournit aussi une approximation de l'intégrale. Alors maintenant, je vais essayer de majorer l'erreur. On va évaluer maintenant l'erreur commise dans la méthode de Simpson quand on approche l'intégrale par Sn. Alors on a une fonction de AB vers R, de classe C4. On reprend les notations. Comme on a ça, on va fixer xk, on va l'appeler alpha.
Et on va prendre comme variable h. X est égal à h. Donc AK est égal à alpha moins x sur 2, AK plus 1, alpha plus x sur 2. Et l'erreur commise sur AK plus 1, c'est la valeur absolue de ce truc-là. Bon, pour simplifier, je vais remplacer x sur 2 par x. Donc, voilà, tiens. Et quand je remplace ça, j'obtiens évidemment ça. U de 0 est égal à 0, c'était évident, parce que x est nul, puis là, les deux bornes sont pareilles. La fonction est dérivable, puisqu'elle est de classe C4, et donc quand je dérive, je vais trouver f de alpha plus x, plus, parce qu'il y a un moins là quand je dérive, f de alpha moins x, puis ensuite je dérive ça, moins un tiers de ça, moins x sur droit, et là je dérive ça. Bon, je mets un petit peu d'ordre, je trouve ça, je constate que u' de 0 est égal à 0, parce que si je remplace x par 0, ça s'annule ici, et ça s'annule ici. U seconde de x, parce qu'elle est encore dérivable. Eh bien, c'est 2 tiers de ça. Tac, tac, je vous laisse vérifier. Et après simplification, ça fait ça. U seconde de 0 est encore égal à 0. Et f seconde est dérivable. Donc, on peut attaquer la troisième dérivée. La troisième dérivée, je vous laisse vérifier le calcul, est égale à ça. Et puis là, il y a beaucoup de simplification entre ça. En fait, on a fait tout ça jusqu'à temps d'obtenir quelque chose de très simple. Là, on a quelque chose de très simple et on a toujours la dérivée d'ordre 3 en 0 qui est nulle. F troisième est dérivable, F quatrième est continu parce que F est de classe C4. Donc là-dedans, on peut dire ce crochet qui est de la forme G de B moins G de A, il existe Cx appartenant à ça, tel que ce crochet soit égal à alpha plus x moins alpha moins x, et ce quatrième de Cx d'après le théorème des accroissements finis. Et ça nous fait ça. D'accord? Oui, parce que je multiplie par moins x sur 3. Bon, ça c'est continu, donc moi j'aurai sur AB inférieur ou égal à M, si je prends ensuite le quatrième. Et donc j'obtiens ça. U seconde maintenant, alors maintenant je fais l'inverse, j'intègre. Je remarque que cette intégrale c'est U seconde de x moins U seconde de 0 qui vaut 0. Donc j'ai ça. Et donc, valeur absolue de U seconde de x va être inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Mais cette valeur absolue, je sais qu'elle est inférieure ou égale à ça. Et ça fait 2 neuvièmes de mx sur 3, x puissance 3. Maintenant, je prends cette intégrale qui est égale à u' de x moins u' de 0 qui vaut 0. Donc j'ai ça. Et là aussi, je prends la valeur absolue, j'utilise encore les propriétés de l'intégrale, et du coup, ça c'est inférieur ou égal à ça. Ok? Et maintenant, je fais une dernière fois ce truc-là. Quand je calcule cette intégrale, ça fait u de x moins u de 0, mais il vaut 0. Et donc encore, toujours la même technique qu'on a employée avec les autres, on a toujours utilisé cette technique. Et donc, et ça je l'intègre, ça fait mx puissance 5 sur 90. Donc j'obtiens, alors v de x, lui, j'avais remplacé x sur 2 par x. Donc là, ça fait ça, et donc je remplace x par x sur 2, ça me fait ça. Ça fait donc mx puissance 5 sur 2880, c'est-à-dire... Oui, parce que le x, du coup, c'est h, puisque je suis revenu à x sur 2, donc c'est h. Donc voilà, j'obtiens un v de x qui est inférieur ou égal à ça. Bon, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je reviens à AK plus 1, ça veut dire que ça est inférieur ou égal à ça. Bon, mais maintenant, je vais considérer, je vais faire la somme des cas pour k allant de 0 à n-1, comme ça je vais obtenir l'intégrale, d'accord? Et puis là, en faisant la somme, je vais obtenir que c'est une somme de n termes, donc ça va être inférieur ou égal à nmh puissance 5 sur 2880. D'accord? Voilà. La somme des 0 à n-1 de quoi? De ces trucs-là. Voilà. Et ça, cette somme-là, c'est exactement Sn. Voilà. Mais j'ai pas de place pour l'écrire, c'est pour ça que je vais un petit peu vite. Comme h est égal à b-1 sur n, l'erreur est donc inférieure ou égale, alors le sur n il est à la puissance 5, donc simplifié avec le n est à puissance 4, b-1 à la puissance 5 fois m sur 2880.
Conclusion, donc on est avec cette fonction f de AB vers R, avec une subdivision de AB, on suppose que f est intégrable, et l'erreur, on l'a vu, était égale à ça. Avec la méthode des rectangles, Sn est égal à ça et converge vers l'intégrale. Si f est de classe C1, alors l'erreur est inférieure ou égale à M1 b-a carré sur 2n où M1 est le sub des valeurs absolues de f'. La méthode des trapèzes, Sn est égale à ce gros paquet-là qui tend vers l'intégrale quand n tend vers plus l'infini. Si f est de classe C2, alors En est inférieur ou égal à M2 b-a au cube sur 12n2, où M2 est le sub des f secondes des valeurs absolues de f secondes de t sur AB. Et la méthode de Simpson, Sn est égal à ce gros paquet-là, qu'on peut aussi écrire comme ça. Là aussi, ça tend vers l'intégrale quand n tend vers plus l'infini. Si f est de classe C4, En est inférieur ou égal à M4 b-a à la puissance 5 sur 2880 n puissance 4, où M4 est le sub des f quatrième de t en valeur absolue sur AB. Les trois sont faciles à programmer. Bon, ce qu'il faut faire, c'est calculer la valeur exacte de l'intégrale. Donc ça, c'est pas en Python qu'on va le faire. Après, il faut avoir une fonction aussi qui soit facile à intégrer pour le faire. Par contre, en Python, on fait le calcul des Sn et le calcul de ça. Et on voit que ça converge quand même relativement vite. F de l'intervalle 0A A positif vers l'espace vectoriel normé complet E. On suppose qu'elle est intégrable, mais on considère la fonction g qui a x appartenant à moins A0 associe f de moins x. Alors g est intégrable, et son intégrale sur moins A0 est égale à l'intégrale de f sur 0A. Ce qui peut s'écrire comme ça. Ce qu'on écrira comme ça. Démonstration, on a des suites en escalier qui vérifient ça. Et on prend une subdivision commune à phi n θ n. Donc il va y avoir deux indices. Indice n, et puis surtout un indice qui varie entre 0 et Pn. Phi n θ n prennent les valeurs phi nk, θ nk, constantes, donc sur chaque intervalle à k plus 1. Je considère sigma prime n, une subdivision de moins A0, qui s'obtient par symétrie de sigma n par rapport à 0. Et donc on va prendre bnk est égal à moins an pn moins k. Donc là, ça va commencer par ça qui vaut moins a, puis ça finit en 0. Et on considère les fonctions phi' n, alors phi' n qui a x associe phi n de moins x, bon, on fait comme pour g, θ' n qui a x associe θ n de moins x. C'est possible parce que moins x appartient à 0. Et donc, si je prends x appartenant à moins A0, donc moins x appartenant à 0A, et k de 0 à n moins 1, si x appartient à bnk plus 1. Alors moins x appartient à ça. Et ça, c'est exactement égal à ça. Donc en fait, phi' n de x, qui est égal à phi n de moins x, va être égal sur cet intervalle-là. Phi n, il prend la valeur phi n pn moins k moins 1. Et pareil pour θ'. Donc je vois que phi' n, θ' sont en escalier. Par ailleurs, θ'n de x est égal à θn de moins x, c'est supérieur ou égal à 0. Si x appartient toujours à moins 0, norme de g de x moins phi' n de x est égal à norme de f de moins x moins phi n de moins x, inférieur ou égal à θn de moins x, puisque moins x, pardon, là c'est pas x, x il appartient à moins A0A, à moins A0. Donc là, c'est moins x qui appartient à 0A. Et justement, c'est ce qui me permet d'écrire que θn de moins x égale θ'n de x. Alors, somme de moins a à 0 de θ'n de x dx, bon, il faut faire, c'est quoi? C'est la somme des valeurs constantes de θ'n sur ces intervalles-là. D'accord? Donc ça fait exactement ça. Et voilà. Et donc ça fait la somme de k égale 0 à pn-1 de θ
npn moins k moins 1, et ça, je remplace par ça, et ça, je remplace par ça. Moins par moins donne plus, ça fait ça. Là, je fais le changement j égale pn moins k moins 1, et je vais obtenir la somme pour j égale 0 à pn moins 1 de θnj à nj plus 1 moins anj. Et là, je reconnais la somme de 0 à de θn qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, le couple phi', θ', que j'ai construit, de couple de fonctions en escalier, d'accord, qui vérifie ça, et puis ça qui tend vers 0, permettent de dire que g est intégrable, et que l'intégrale de moins a à 0 de g va être égale à la limite quand n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de moins a à 0 de phi' de t. Alors celle-là, elle se calcule exactement comme pour θ. Hein. Je passe les détails, mais c'est exactement pareil que cette ligne-là, hein, point par point, sauf qu'à la place de phi, à la place de θ, c'est phi. Et j'obtiens que cette intégrale-là est égale à somme de, alors c'est pas somme de a à b, hein, je me suis trompé, c'est somme de 0 à a de phi n de t dt. Tout comme j'avais obtenu que cette intégrale-là est égale à ça. Bon, alors maintenant, je vais dire que je sais que l'intégrale de 0 à a de f, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de ces intégrales-là. D'accord? Donc en fait, comme ça, c'est égal à ça, la limite de ça va être égale à ça. Seulement la limite de ça, je sais que c'est la somme de moins a à 0. Hein? D'accord? Donc ça veut dire que la somme de moins a à 0 de g de t dt va être égale à la somme de 0 à a de f de t dt. Ce qui va s'écrire comme ça. Sur un dessin, c'est évident parce qu'il y a symétrie des deux courbes g et puis f par rapport à 0. Donc les r sous la courbe sont les mêmes. Soit f est une fonction de 0a vers l'espace vectoriel normé complet E. Alors quel que soit le signe de a, la fonction qui a t appartenant à moins a0 associé f de moins t est intégrable et somme de moins a à 0 de f moins t dt est égale à somme de 0 à a de f de t dt. C'est déjà vu si a est supérieur à 0, c'est évident si a est égal à 0, parce que tout fait 0. Si a est négatif, on pose b égale moins a. La fonction, par une démonstration identique à la précédente, donc là, on a une fonction à ce moment-là qui est définie de moins b sur moins b0. Donc une démonstration identique à la précédente montrerait, je ne la fais pas parce que c'est vraiment identique, que la fonction g qui a x appartenant à 0b associe f de moins x appartenant à e est intégrable et que la somme de 0 à b de g de t est égale à la somme de moins b à 0 de f de t. Alors, on va avoir somme de 0 à moins a de f de moins t qui va être égale à somme de a à 0 de f de t. Bon, et ça, c'est égal à ça, d'accord? Et puis ça, c'est égal à ça. Et donc en enlevant les moins, on obtient le résultat. F de moins a vers E intégrable. Alors, la fonction qui a t appartenant à 0 à de f de moins t est intégrable. Somme de 0 à a de f de moins t dt égale somme de moins a à 0 de f de t dt. Et somme de moins a à de f de t dt est égale à somme de 0 à a de f de t plus f de moins t dt. Démonstration. F de moins a 0 vers E est intégrable. Donc, l'application qui a t appartenant à moins a, là, je remplace en fait a par moins a là-dedans, donne f de moins t est intégrable, et on a vu qu'on avait ça. Donc ça nous fait que somme de a à 0 de f de moins t est égale à moins somme de moins a à 0 de f de t. Et donc, ça fait que moins somme de 0 à a de f de moins t est égale à moins somme de moins a à 0, et donc j'enlève le moins, ça nous fait ça. Somme de moins a à a de f de t dt, c'est somme de moins a à 0 plus somme de 0 à a par chaque. Et puis celle-là, je dis que c'est ça, plus ça. Et donc j'obtiens bien ça. Conséquence,
f, une fonction définie sur moins 1a, à valeur dans E, intégrable sur 0a. Bah, si f est pair, f est intégrable sur moins a0, et donc sur moins a, et somme de moins a à 0 de f de t dt est égale à somme de 0 à a de f de t dt. Somme de moins a à a de f de t dt est égale à 2 sommes de 0 à a de f de t dt. Si f est impair, f est intégrable sur celui-là, et somme de moins a à 0 de f de t dt est égale à moins somme de 0 à a de f de t dt. Si bien que somme de moins a à a de f de t dt est égale à 0. Les deux démonstrations sont les mêmes. On fait d'abord la première. F est intégrable sur 0a, donc on sait que cette fonction est intégrable. D'accord? Et ça, en fait, c'est f de x. D'accord? Et en plus, on sait que somme de moins a à 0 de f de moins t est égale à somme de 0 à a de f de t dt. Donc ça va nous dire que cette fonction-là est intégrable sur moins a 0, c'est f. Et donc, comme f est aussi intégrable sur 0a, elle va être intégrable sur la réunion. Par ailleurs, somme de moins a à 0 de f de t dt, c'est égal à somme de 0 à a de f de moins t dt. Mais alors, ça, comme f de moins t est égal à f de t, ça me fait somme de 0 à a de f de t dt. Donc, somme de moins a à 0 de f de t dt est égal à la somme de 0 à a de f de t dt. Donc ça, c'était ce qu'on voulait démontrer ici. Alors maintenant, somme de moins a à a de f de t dt, je sais, d'après la propriété précédente, que c'est somme de 0 à a de f de t plus f de moins t dt. F de t plus f de t, ça fait ça. Ça fait 2 f de t. D'accord? Donc ça fait 2 sommes de 0 à a de f de t dt. Alors, pour l'autre, c'est pareil. F est intégrable sur 0a. Donc cette fonction est intégrable, ça fait moins f. Ça veut dire que moins f est intégrable sur moins a0. Donc d'accord. Donc f va être intégrable sur moins a0. Et donc sur moins a0 union 0a, qui fait ça. De plus, somme de moins a à 0 de f de t dt, je sais que c'est somme de 0 à a de f de moins t dt, et ça fait somme de 0 à a de moins f de t dt. Donc ça fait moins somme de 0 à a de f de t dt. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand on additionne, somme de moins a à a de f va être égale à somme de 0 à a de f de t plus f de moins t dt, sauf que c'est la somme des deux, elle fait 0. L'intégrale de 0, c'est 0. Et tout est démontré. F, une fonction de AB vers l'espace vectoriel normé E intégrale, H appartenant à R. Alors la fonction G qui a T appartenant à A plus H, B plus H associe F de T moins H est intégrable. Sa somme sur A plus H, B plus H est égale à la somme de F sur A, B. Ce qui s'écrit somme de A plus H à B plus H de F de T moins H. Attention, c'est T moins H qu'il faut mettre, parce que T est entre A plus H et B plus H. Quand on enlève H, ça fait bien entre A et B. Démonstration. Là, il existe des suites, c'est comme avant, de fonctions en escalier qui vérifient ça. On prend une subdivision commune à phi n θ n, et puis on attire une autre subdivision sigma prime, définie comme ça, qui va être une subdivision de A plus H, B plus H, sur laquelle on va définir ces fonctions-là, qui vont se révéler être des fonctions en escalier, parce que si je prends ça, et que x est entre ak et ak plus 1, phi n de x est égal à phi nk constant, θ n de x égale θ nk constant. Alors si je prends plutôt x appartenant à bnk plus 1, phi prime n de x égale phi n de x point h, mais x point h va appartenir à ça, qui est égal à ça. Donc phi n de x point h est égal à phi nk. Donc phi prime nk est égal à x de x est égal à phi nk constante là-dessus. Donc phi prime n est en escalier, de même θ prime n est en escalier, θ prime de n de x est égal à θ nk sur l'intervalle bnk plus 1. Maintenant, si x appartient à a plus h, b plus h, donc x moins h appartient à b,
norme de g de x moins phi' de x est égale à norme de f de x moins h moins phi n de x moins h. Alors x moins h, il appartient à b, ça va être inférieur ou égal à θ n de x moins h qui est égal à θ' x. Donc, et puis la somme de θ'n, pardon, c'est θ'n de x entre a plus h et b plus h, c'est la somme des... les θ'n, ils prennent les valeurs θnk sur bnk plus 1, bnk. Sauf que ça, c'est pareil que ça. Et donc ça fait ça. Et ça, c'est la somme de θn, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on en déduit que somme de ces θ'n tend vers 0. Donc on a un couple qui est φn θ'n qui nous dit, qui vérifie toutes les bonnes conditions pour que g soit intégrable sur a plus h, b plus h. Et que la somme de g sur a plus h, b plus h est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini, donc de l'intégrale sur a plus h, b plus h de φn. Mais l'intégrale de a plus h sur b plus h de φn, on fait comme on a fait avec θ'n, c'est la somme des phi nk facteur de ça qui vaut ank plus 1 moins ank. Et donc en fait on se retrouve avec la somme des phi nt dt qui eux tendent vers l'intégrale de f. Donc ce truc là, je sais que c'est la limite de φn de t, mais le φn de t il est égal à ça, donc ça va être la limite de ça, et donc ça fait ce intégral de a à b de f de t dt. Ça est égal à ça, c'est ce qu'on voulait démontrer. Alors évidemment, on aurait pu aller plus vite en faisant un changement de variable, à condition de l'avoir vu, ce qui n'était pas encore le cas, mais on voit que si f est continu, parce qu'il faut quand même ça pour le changement de variable, le changement de variable x égale moins t, donc dx égale moins dt, montre que, alors si f est continu sur 0 à 1, somme de 0 à a de f de t dt est égale à somme de 0 à moins a de f de moins x multiplié par moins dx, donc ça fait somme de moins a à 0 de f de moins x dx. Alors il dit autre chose en plus, le théorème des changements de variables, il dit que cette intégrale-là existe. Mais notre résultat est plus général parce que nous, il est valable pour toutes les fonctions intégrales. Même chose pour la translation, parce que ça c'est de la translation qu'on vient de faire. Si f est continu sur AB, le changement de variable x égale t plus h, alors donc dx égale dt, alors lui aussi il est de classe C1, et bien montre que somme de a à b de f de t, alors t est égal à x moins h, donc ça fait ça, et quand t vaut a, ça fait a plus h, d'accord, donc on obtient exactement ça. Et puis le théorème de changement de variable dit que ça, c'est intégrable, d'accord. Mais là aussi, nous, notre résultat, il est plus général, hein, il a été établi avec des fonctions qui sont intégrables. F, une fonction de R vers un espace vectoriel normé complet E, t périodique, ça veut dire ça, intégrable sur un intervalle de longueur t. Alors f est intégrable sur tout intervalle de ce type, qui est de longueur t aussi, k appartenant à z. Et on a cette égalité. Démonstration, c'est évidemment un k appartient à z, f intégrable sur a plus t, donc la fonction g qui est à x appartenant à cet intervalle associé f de x moins kt, c'est ce qu'on vient de faire, est intégrable et on sait qu'on a ça. Mais f, g de x c'est f de x moins kt, c'est f de x puisque f était périodique. Donc j'obtiens ça. Conséquence, f va être intégrable, on a les mêmes hypothèses, sur tout intervalle uv de r, où u est inférieur à v. Démonstration, c'est vrai aussi si u égale v, mais ça n'a aucun intérêt. Il existe k et n appartenant à z, tel que l'on est ça et ça. Il faut prendre en fait les parties entières de u moins a sur t, et puis de v moins a sur t. Donc j'ai a plus kt inférieur ou égal à u, inférieur à v, inférieur ou égal à a plus nt plus t. Et donc l'intervalle uv est inclus dans l'intervalle a plus kt, a plus nt plus t, qui est la réunion des intervalles l'union de j égale k à n et a plus jt
plus t. Mais seulement f est intégrable, d'après ce qu'on a dit avant, sur chacun de ces intervalles, donc elle est intégrable sur ce grand intervalle. Et comme uv est inclus dans ce grand intervalle, elle est intégrable sur uv, qui est un intervalle quelconque de R. D'où le résultat. On a quel que soit alpha appartenant à R, somme de alpha plus t de f égale somme de a plus t de f est égale à somme de 0 à t de f. Avec ce qu'on a démontré avant, on n'a pas de souci d'existence de l'intégrale, elle existe sur tous les segments. Donc, somme de alpha plus t de f. J'applique la relation de Chasles. C'est alpha, somme de alpha a plus somme de a plus t plus somme de a plus t alpha plus t. Mais somme de a plus t alpha plus t de f de t moins t dt est égale à somme de a alpha de f de t dt d'après ce qu'on avait démontré avant. D'accord? Et ça fait moins somme de a alpha de f de t dt. Sauf que f de t moins t, c'est f de t. Donc ça veut dire que somme de a plus t à alpha plus t de f de t dt est égale à moins somme de a à alpha de f de t dt. Donc quand je fais passer l'autre de l'autre côté, la somme de a à alpha plus la somme de a plus t alpha plus t, ça fait 0 ça. Donc il ne reste plus que ça. Donc ça veut dire que somme de alpha plus t de f de t dt est égale à la somme de a à plus t de f de t dt. J'ai écrit un petit peu vite ici. F de t dt. Bon, bah, si je prends en particulier, alors donc ça j'ai démontré une partie de ce que je voulais, hein. J'ai démontré que ça est égal à ça. Maintenant, bah, si je prends un cas particulier alpha égale 0, je vais dire que c'est égal à la somme de 0 à t, d'accord? D'où le résultat. Bon, bah, la somme de 0 à t, vous voyez, j'ai dessiné une fonction vaguement périodique, t périodique, somme de 0 à t c'est ça, et là je prends a quelconque, a plus t ici, cette R là plus celle-là, ça fait la même chose que ça. En particulier pour alpha égale moins t sur 2, moins t sur 2 à t sur 2, bah, il y a t de longueur, donc je me ramène à ça, et donc ça fait pareil que ça.